Cette conférence va maintenant être Et, enregistrée. et puis je note que le président de la République a déféré à notre demande de décaler son intervention pour qu'on puisse parler tranquillement de la loi de finances ensemble. Voilà. Alors, cette année, on va faire le commentaire de la loi de finances, mais également de trois lois rectificatives qui sont parues en 2020, de la loi de finances 2020. Donc, il y a un package global. Ce sera un commentaire global. Et on va commencer rubrique par rubrique. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas soit en levant la main de manière virtuelle, soit en posant des questions par écrit, je vous l'ai déjà dit. J'espère que vous m'entendez. J'essaie de parler un peu plus fort. On commence pour l'impôt sur le revenu, les mesures en matière d'impôt sur le revenu. Vous avez à l'écran, et j'espère que vous le voyez bien, le barème qui a été revu. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et vous voyez qu'il y a des seuils qui sont relevés de 0,2%. Donc chaque année, vous avez la même diapo. En ce qui concerne des mesures particulières, on y reviendra un peu plus loin aussi sur le virus. Il a été permis aux travailleurs indépendants, uniquement les travailleurs indépendants, de débloquer de manière anticipée l'épargne retraite. Vous savez qu'il y a des cas particuliers précis, normalement, les mariages, les décès, les séparations, les mutations professionnelles. Là, il est possible de débloquer sans aucun motif, à condition d'être travailleur indépendant et dans la limite de 8 000 euros, avec une fiscalité exonérée dans la limite de 2 000 euros. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça le prix. Donc l'objectif, vous l'avez compris, comme plusieurs mesures, sera de dégager la trésorerie à court terme. En matière toujours d'impôt sur le revenu et plus particulièrement en matière immobilière, certaines dispositions ont été modifiées. Il en est ainsi pour les biens immobiliers qui ont ce qu'on appelle le label Fondation du patrimoine. Alors, vous connaissez la possibilité de déduire des revenus fonciers les dépenses d'amélioration, de réparation, d'embellissement des investissements qui sont pratiqués sur des immeubles classés monument historique. A été rajoutée la possibilité de le faire pour des immeubles qui ont le label Fondation du patrimoine. Ce qui a changé la loi, c'est que ces travaux ou dépenses concernent des immeubles bâtis, mais des autres. Je ne sais pas trop ce que ça peut être comme dépenses, peut-être des créations de clôtures, d'allées, des espaces végétalisés. Et surtout, ce qui a changé, c'est que ce sont des bâtiments qui sont éligibles dans des communes de moins de 20 000 habitants, alors que la mesure était jusque-là réservée à des communes de moins de 2 000 habitants. Alors, un petit focus sur cet investissement. Il est possible de le faire via des SCI. C'est éligible également. Il est possible de faire du démembrement de propriété sur ces immeubles. J'insiste là-dessus parce que vous savez que sur certains investissements immobiliers défiscalisés, on ne peut pas faire de démembrement. Là, c'est possible. Il faut conserver l'immeuble objet des investissements pendant au moins 15 ans. Et le déficit foncier procuré par ces dépenses, s'il n'est pas suffisant, eh bien, on va pouvoir imputer l'excédent sur le revenu global. Donc, mesure quand même importante. Elles sont labellisées patrimoine, doivent être visibles du public. Et donc, depuis là, ce n'est pas nécessairement un accueil public. Hein. Alors, dans les mesures, petite chose amusante, donc les frais de publicité pour les visites sont déductibles. S'il y a des achats de mobilier fixés à perpétuelle demeure, à condition qu'ils soient visibles, ils sont déductibles aussi. Bon, bref, le plus important à retenir, c'est qu'on a élargi le champ et tout ça va dans le sens de la revitalisation de nos villages. Le Pinel, vous avez dû suivre l'actualité. Le Pinel
est reconduit, mais en vue de sa fin progressive. Alors, juste un petit historique. Le Pinel a succédé au Cellier, ça c'était en 2012. Il ne devait durer qu'une année, 2012-2013. Il a été prolongé en 2013 jusqu'en 2017, puis ensuite jusqu'en 2021, et désormais jusqu'en 2024, une baisse progressive. N'est pas concernée. Pourquoi baisse progressive? Puisqu'on est aujourd'hui jusqu'en 2022 à des taux, alors selon, vous connaissez la durée de location, soit 6 ans, soit 9 ans, des taux de 12 et 18% actuellement, qui vont être progressifs à partir de dégressifs à partir de 2023, 10,5, puis 9%, et 15 et 12% si l'engagement est de 9 ans. Précision, ces taux dégressifs ne le sont que pour les investissements, c'est-à-dire pour les biens immobiliers acquis en VFA à compter d'aujourd'hui, enfin de 2022, puisque ça baissera en 2022. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les investissements qui sont en cours ne sont absolument pas concernés. Les taux resteront les mêmes, y compris après 2024. Je ne sais pas quel sera l'impact sur les investissements immobiliers dans le neuf, qui ne sont pas très en vogue en ce moment, mais la mesure a été prise. Je passe rapidement sur les crédits d'impôt transition énergétique, un crédit d'impôt qui a été créé, ne mettant pas plus, et puis une petite particularité, nous aurons droit dans la limite de 300 € à une réduction sur l'impôt sur le revenu pour les investissements de prise pour charger des véhicules électriques. En matière de plus-value immobilière, vous avez donc différentes mesures et une qui concerne les investissements en vue, enfin les ventes de biens immobiliers en vue de réaliser des logements sociaux. Alors, ça donne droit à une exonération de plus-value, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va distinguer selon la personne de l'acquéreur. Soit je vends à une collectivité publique, soit je vends à un autre établissement, voire à une personne qui va réaliser des logements sociaux. Si je vends à des personnes autres que les collectivités publiques, je vais vendre soit directement à un organisme HLM, soit à une personne, un promoteur qui va réaliser des logements sociaux qu'il vendra ensuite à des particuliers ou à un organisme HLM. Ce qui est nouveau dans la mesure, c'est que alors, pour les ventes directes à un organisme HLM, eh bien, la délai de construction est étendue de 4 ans à 10 ans. Pour le reste, ça ne change pas, c'est toujours 4 ans. Premier changement. Deuxième changement, le dispositif va permettre d'avoir une déduction, une exonération au prorata, une exonération de la plus-value au prorata de la partie dédiée aux logements sociaux. Donc, si on est dans des quotas de 20 à 30% sur un immeuble en VFA, eh bien, votre plus-value sera exonérée de 20 à 30%. Et dans ce cas où je n'achète pas une collectivité, autre nouveauté, peu importe la qualité de l'acquéreur final, la mesure sera utilisable, quelle que soit la qualité de l'utilisateur final, qu'il soit une société d'HLM ou pas. En revanche, si je vends à une collectivité publique, qui elle-même derrière remettra à disposition, revendra une société d'HLM, la mesure ne vaut que si l'acquéreur final est une société d'HLM. D'accord ? Et ce qui sera un peu délicat dans ce cas-là surtout, sera de déterminer à l'avance le quota, quand je vais faire la première vente à la collectivité, je vais déterminer le quota à la collectivité publique et qui va déterminer le quota d'exonération. Donc ensuite, attention, il y a des sanctions si ce n'est pas respecté, ce qui veut dire que nos contrats
doivent prévoir d'ores et déjà les sanctions et peut-être des cautions bancaires au cas où ces engagements ne soient pas respectés par la collectivité ou le promoteur. Toujours en matière de plus-value immobilière, il y a un abattement, je ne sais pas si les gens le connaissent, celui-là ou le pratiquent, mais pour les investissements dans les périmètres goût ou porte, vous avez les abréviations qui sont détaillées dans le slide. En fait, le but, c'est de revitaliser les centres-villes, essentiellement. Et donc là, vous avez un abattement exceptionnel sur les plus-values si vous vendez à quelqu'un qui s'engage dans les 4 ans à détruire ou à construire sur l'immeuble un immeuble collectif. Attention, immeuble collectif, hein, à usage d'habitation. Et à ce moment-là, la plus-value sera abattue mathématiquement, hein, ce n'est pas une exonération, c'est le montant de la plus-value avant le taux d'imposition qui sera abattu de 70% si on est dans des logements classiques et de 85% si on est dans des logements sociaux. Les mesures anti-abus existent ici aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre à un membre de sa famille ou à une société qu'on contrôle. Autre exonération, mais ça c'est pour les sociétés qui sont, c'est pas une exonération, c'est un taux réduit d'IS, c'est pour les sociétés qui sont à l'IS par définition. Il sera d'habitation et puis après on nous dit attendez ça va être progressif, donc ça reste progressif. Aujourd'hui, le but est d'avoir 30% des foyers exonérés au cours de l'année 2021, puis 65% en 2022 et la totalité en 2023. Et je ne sais plus, mais je crois me souvenir que la mesure date de 2019. Donc vous voyez que ça s'est fait dans la douleur. Je précise que cette suppression ne concerne que vos résidences, que les résidences principales et non pas les résidences secondaires ou d'investissement. Voilà pour les mesures en matière d'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet avant qu'on ne passe au droit d'enregistrement. Les questions peuvent être posées par chat aussi. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vous pouvez le faire. Encore une fois, ce n'est pas très facile de parler à un écran. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'est audible. Authentiques ne sont pas enregistrés lors de leur signature, ils doivent l'être dans les 3 mois du décès et ils sont enregistrés au taux fixe de 125 €. Pour ce qui est des donations entre époux, même régime, elles ne sont plus enregistrées lorsqu'elles sont signées et elles le sont dans les 3 mois du décès. Également, au droit de toujours en matière de droit d'enregistrement, un petit focus sur quelque chose qui est passé assez rapidement et qui est, je ne sais pas si c'est bien exploité ou su ou connu, une exonération complémentaire de dons de sommes d'argent. Alors vous verrez, j'en parle ici, il y a beaucoup de délais qui prennent fin au 30 juin 2021. Comme
voit, on a peut-être anticipé depuis un moment la sortie de crise en juin. L'aspect positif, c'est que c'est une sortie de crise envisagée. L'aspect négatif, c'est que ce n'est pas avant le 30 juin. Voilà, il y a 2-3 mesures comme ça où je me suis fait la réflexion. Alors, ces dons familiaux en espèces supplémentaires de 100 000 €, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez des slides, deux slides, vous pouvez rester sur le premier. L'idée est de favoriser, alors je vais faire un focus sur les constructions, mais ça s'applique aussi pour les investissements dans les PME. En ce qui concerne donc les constructions, vous allez pouvoir aider un membre de votre famille, ou un enfant va pouvoir être aidé pour construire sa maison. Attention, ça ne marche pas pour l'acquisition d'une résidence principale. C'est uniquement des dépenses de construction. C'est dommage. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'est ainsi. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un abattement général de 100 000 € qui se cumule avec un abattement spécifique dit Sarkozy de 31 000 et quelques euros, 31 865. Et bien là, on va pouvoir cumuler un abattement supplémentaire de 100 000 €. Donc, ça commence à faire, sachant que ce 100 000 € supplémentaire, il peut être donné par chacun des parents, donc c'est 100 000 € par chaque parent, mais également par les grands-parents et également par les oncles et tantes au profit de leurs neveux et nièces. Donc, si on cumule tout ça, ça fait un certain montant exonéré de toute imposition. Ainsi, si un enfant a un projet de construction de sa résidence principale, il pourra bénéficier d'une donation complémentaire classique, j'allais dire, de 231 000 € par chacun de ses parents, soit au total, si les deux parents donnent dans la limite de tous les abattements cumulés, ce qui représente une don de 463 730 €. C'est pas rien, sans compter qu'ils peuvent être en plus aidés par leur oncle et tante ou leurs grands-parents. Précision, cette donation donc est destinée à financer la construction d'une résidence principale. Donc là, ce n'est pas l'acquisition, mais c'est la résidence principale. Et la somme de 100 000 € peut être versée en une ou plusieurs fois. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit versée avant le 30 juin 2021. Cette donation supplémentaire exonérée peut être consacrée aussi à un investissement dans les PME, donc ces entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette donation peut être aussi utilisée pour les travaux de rénovation énergétique. Voilà, donc un petit focus là-dessus, puisque je redis, je pense que ce n'est pas assez su. Et que c'est bien entendu cumulable. Alors, un petit point sur toujours en droit d'enregistrement, sur le dispositif Dutreil. Donc, chaque année, vous y avez droit. Il n'y a pas eu d'année, et d'ailleurs, qui ne relève pas de la loi de finances ou des lois de finances rectificatives, mais d'un arrêt important du octobre 2020. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui est important, vous allez le voir pourquoi, et parce qu'en plus, il met d'accord les deux autorités juridiques ou judiciaires, c'est-à-dire qu'on va aligner maintenant la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur ce sujet. Alors, il s'agit des sociétés holding mixtes. Petit rappel, une société pourrait être éligible au régime Dutreil, qui permet, là aussi je le rappelle, mais je pense que vous le savez, de ne pas subir d'impôt sur 75% de la valeur des biens transmis d'une entreprise. Ce régime donc d'exonération de 75% ne concerne que les sociétés dites actives, donc libérales, commerciales, agricoles. Et donc, les sociétés holding, qui n'ont pour objectif de détenir des participations, sont en principe exclues de ce régime. Sauf que le législateur a prévu que si la société holding est active, elle peut bénéficier du régime de faveur. Qu'est-ce qu'une société holding active? Vous le savez aussi, c'est une société animatrice. Qu'est-ce qu'une société animatrice? Nous avons une définition qui est d'ailleurs reprise dans
dans l'arrêt, et donc la société est dite animatrice si elle contrôle, elle gère, elle oriente la politique de ses filiales avec des reportings permanents, des services rendus, facturés. Donc il y a une vraie animation de son réseau de filiales. Petite parenthèse à ce sujet, quand je dis réseau de filiales, je me reprends puisque j'ai fait quelques recherches il y a peu de temps et j'en ai déduit qu'une société holding pouvait animer une seule filiale. En tout cas, par défaut, je n'ai rien vu qui puisse s'y opposer et certaines personnes du Cridon ont la même analyse que moi. Bref, ceci étant mis à part, donc soit il y a une vraie animation, j'ai une société active, soit je n'ai pas d'animation, je n'ai pas une société active, donc pas éligible. Et donc, après la société classique, la holding active, se pose la question des sociétés holding dites mixtes. Est-ce qu'elles sont éligibles ou pas? Et là, il y avait une contradiction. Résultat, elles le sont. Donc, on a confirmation par cet arrêt que les sociétés holding mixtes sont éligibles. Aux sociétés holding mixtes, pardon, j'aurais commencé par là, vous avez compris, c'est des sociétés qui ont des participations dites animées, où j'ai un vrai rôle d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des sociétés dites passives, non animées, filiales, ou des actifs immobiliers détenus directement, qui ne sont pas des actifs éligibles. Donc, si j'ai une société holding qui est de ce fait mixte, elle est active et elle est considérée comme active, donc éligible. Mais vous allez me dire, quel est le critère qui va faire que on va considérer que cette société les calculs en appréciant la valeur vénale des sociétés holding animées. Donc voilà. Et conséquence importante, c'est surtout ce à quoi je voulais aboutir, c'est que ces sociétés holding dites prépondérantes, si elles ont plus de 50% des sociétés actives animées, ça entraîne une exonération possible sur 100% des titres. Donc on ne fait pas de proportion. Donc je peux avoir 51% d'actifs de sociétés animées, mais ça va me rendre éligible 100% de mes titres. D'accord? Donc voilà l'apport de cet article qui a pour objet surtout de mettre d'accord tout le monde. Une société mixte est éligible si plus de 50% est animée. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà pour le Dutreil. Dans les mesures diverses, maintenant, avant d'attaquer les mesures qui concernent les sociétés et les activités commerciales, petite mesure ou rappel, mais important quand même. Vous savez que il a été mis en place le CIMR à l'occasion du passage au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Et vous savez qu'il y a des régularisations qui ont été faites et des surtaxes si l'année 2018 avait fait apparaître des revenus exceptionnels. Alors, je fais un petit rappel, lorsqu'il en est passé au prélèvement à la source, l'année 2017 a été imposée en 2018, d'accord, il y avait toujours le décalage d'un an. L'année 2019 a été imposée en 2019 puisque c'était le prélèvement à la source qui s'appliquait, et donc l'année 2018 n'a pas été imposée. Et donc l'administration fiscale dit attention, s'il y a des petits malins qui jouent à ça et qui on s'aperçoit qu'il y a eu des résultats exceptionnels en 2018, il faut l'objet d'une surtaxe. Et donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour contester cette surtaxe, bien sûr en alléguant de faits légitimes, mais attention, donc au-delà du 31 décembre 2021, donc de cette année, il ne sera plus possible de contester cette surtaxe. Alors, vous avez des exemples sur la diapo, mon assistant arrive à suivre à peu près. Donc, ce sont des décisions, des distributions exceptionnelles, des primes de contrat de travail. Enfin, bon, ça y est,
mentionné sur les diapos. Petite mesure d'hiver, je sais pourquoi vous êtes perdu, c'est simple parce que j'ai reclassé, je suis désolé. Mais vous allez vous y retrouver. J'espère que tout le monde est OK. Donc, il y avait une mesure qui était au début sur le régime des prestations compensatoires en cas de divorce. Les prestations ne sont pas déductibles si elles font l'objet d'un versement sont déductibles si elles font l'objet d'un versement en capital, ne sont pas déductibles si elles font l'objet d'une rente. Et il y avait une position de l'administration qui disait que si on avait une prestation mixte, eh bien, elle n'était pas déductible pour 100%. La loi de finances vient de corriger. La partie en capital redevient déductible, ce qui paraît logique. Mesure du trait, vous pouvez peut-être passer tout ça. Je l'ai complètement désorganisé. Donc, il faut que vous passiez. Alors, on va faire une petite pause pour s'y retrouver. En attendant, vous pouvez dérouler jusqu'au PGE. En attendant ça, une petite mesure que vous arriverez à comprendre. Vous avez déjà mesuré les effets. Le Brexit, donc exit les Anglais, mais aussi exit pour eux l'exonération qu'ils avaient sur les prélèvements sociaux. C'est l'histoire de ces prélèvements sociaux. Et donc, ils en étaient exonérés, mais ce ne sera plus le cas, puisqu'ils vont payer des plus-values normales avec les prélèvements sociaux. Et ils vont avoir l'obligation de désigner un représentant accrédité à chaque fois lorsqu'il va considérablement alourdir, puisqu'ils vont devoir payer les prélèvements sociaux, 16% quasiment, et puis le coût du représentant fiscal. Dans les autres mesures diverses, en ce qui concerne les fonds et les aides de solidarité pour le virus, donc ça, c'est ce qui concerne le PGE, ça va être juste avant, voilà, ici. Donc le PGE, on a enfin, j'allais dire enfin, les taux, mais ils ne sont pas encore complètement déterminés. En tout cas, on a les limites. Le taux, si donc, si il est converti en prêt classique, eh bien, les taux de remboursement sont entre 1 et 1,5% pour les prêts qui seront remboursés entre 2022 et 2023, et c'est beaucoup plus cher, entre 2 et 2,5% au-delà. Donc là, c'est plus cadeau. Hein. Jusqu'en petite précision aussi, on a jusqu'au 30 juin 2021 pour souscrire un PGE. Voilà, alors je sais que certaines entreprises ont souscrit pour avoir des liquidités, bien sûr, pour faire face à la crise, mais il y en a d'autres qui en ont profité pour faire de la croissance externe et des investissements. Dans les autres mesures, très rapidement, je ne vais pas toutes les reprendre, hein, vous les aurez détaillées, mais sachez qu'il y a eu des prêts particuliers pour les grosses entreprises, des prêts pour les entreprises juniors, des prêts pour les entreprises fermées au public, des prêts pour les entreprises du tourisme et de l'événementiel, des prêts spécifiques pour ce qu'on appelle les entreprises montagne. Le point commun de ces prêts, c'est qu'ils ne sont pas cumulables entre eux, notamment pour les entreprises montagne, ne peuvent pas bénéficier des autres prêts PME ou grosses entreprises. Généralement, ils sont accordés s'il est prouvé une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50%. Et généralement, ce sont des mesures plafonnées à 200 000 euros. Voilà. Alors, les deux autres diapos, vous pouvez les passer puisque c'est le détail de tous les prêts. Je vous ai mis un tableau récapitulatif, on ne va pas l'étudier là, mais sachez qu'il existe, il est pas mal fait. Sur le régime d'activité partielle, les taux pris en charge par les patrons et les taux perçus par les salariés, selon le secteur d'activité et selon la période concernée, vous voyez qu'on oscille entre 60 et 70%. Petite précision à ce sujet, il semblerait qu'il y ait eu des instructions données aux URSSAF pour gérer de manière bienveillante l'application des systèmes, sauf abus, bien entendu, vous le savez.
Prime d'embauche d'un apprenti, là aussi, mesure qui peut avoir échappé à certains. Donc, des apprentis, si vous embauchez des apprentis, vous avez droit à une aide de 8 000 € si l'apprenti est majeur, à condition que les contrats soient souscrits. Ça sera peut-être prorogé, mais au plus tard, à la fin du mois de février de cette année. Alors, 8 000 € compensés avec la rétribution que l'entreprise doit verser, se fait un salarié, certes débutant, mais qui ne coûte quasiment rien, voire rien à l'entreprise. Les 8 000 € ne sont pas versés d'un coup, hein, c'est versé de manière progressive sur la durée du contrat. En ce qui concerne les sociétés, le taux d'IS, on est toujours sur une trajectoire à la baisse. Alors, pour une fois, il n'y a pas eu de remise en cause. Vous vous rappelez les épisodes passés où on n'y comprenait strictement rien, puisque il a été créé, on avait annoncé en grande pompe la baisse de l'IS pour récupérer et s'aligner sur les taux européens. Et puis, bien sûr, elle a été d'une part annoncée progressive, puis ensuite, il y a eu des baisses de taux modifiées selon la taille des entreprises. Bref, c'était assez compliqué. Là, les taux, sauf de très rares exceptions, n'ont pas été remis en cause. L'objectif étant d'arriver au 1er janvier 2022 à un taux d'imposition unique de 25%, et donc plus de notion de chiffre d'affaires, et surtout on sera aligné sur les autres pays européens, j'allais dire enfin. Petit focus sur l'ISBAC, parce que je trouve que l'opération est intéressante, et il y a eu une mesure favorable qui a été prise, une petite mesure favorable, mais quand même, à ce sujet. Le leaseback, qu'est-ce que c'est? Une entreprise peut vendre les actifs immobiliers qu'elle a à son bilan, dégager de la trésorerie, à une société de crédit bail, laquelle société de crédit bail reloue à la même entreprise l'immeuble avec option d'achat, éventuellement à 1 € en fin de contrat. Je dégage de la trésorerie, je vais verser des loyers pendant toute la durée du contrat de crédit bail avec la possibilité de récupérer finalement mon immeuble. Donc, je m'en suis temporairement dessaisi. J'ai engrangé le prix de vente, je dois payer des loyers, mais ces loyers sont déductibles. Et ils sont déductibles pour 100%. C'est une charge, contrairement à un emprunt bancaire, où seul l'intérêt est déductible. Là, vous avez la totalité de l'échéance qui est déductible. Donc, j'ai de la trésorerie, je paye certes, mais en totale déduction. Revers de la médaille, puisqu'il s'agit d'une vente, il y a une plus-value qui est immédiatement imposée, qui était immédiatement imposée. Et là, le régime de faveur fait que maintenant, cette plus-value ne sera pas imposée en une seule fois au moment de la vente, mais va pouvoir être étalée sur la durée du contrat de crédit bail. Donc, il va y avoir une certaine neutralité entre la déduction de l'échéance de crédit bail et l'imposition de la plus-value étalée sur la durée du contrat. Sauf que la trésorerie, elle aura été perçue intégralement, non imputée de la plus-value au moment de la vente. Donc, là aussi, il s'agit de favoriser les gains de trésorerie à court terme. En matière de crédit d'impôt pour les sociétés, vous avez une mesure dont on a pas mal parlé, qui concerne les abandons de loyer qu'ont pu faire certains bailleurs au profit d'entreprises. Donc, ça donne lieu à un crédit d'impôt de 50% des loyers abandonnés sur une période du 15 avril au 30 juin 2021 pour tout type d'entreprise, sauf les entreprises preneuses de plus de 5 000 salariés. Donc, quel que soit leur régime fiscal, quelle que soit leur taille, sauf plus de 5 000 salariés, les entreprises à qui on abandonne le loyer donnent lieu à une réduction, à un crédit d'impôt de 50% des loyers abandonnés. Il faut cependant que la société preneuse ait une activité particulièrement touchée, je ne sais pas ce que ça veut dire, par le virus, ou là c'est plus simple à voir, qui a fait l'objet d'une fermeture d'interdiction d'accueil du public.
Il y a aussi, mais je ne m'étends pas là-dessus, un crédit d'impôt pour rénovation énergétique des locaux classés tertiaires des entreprises. Donc, elles vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 30%. Et puis, il y a différentes mesures qui vont avoir un crédit d'impôt, notamment sur les transformations des agricultures vers une agriculture biologique. Petite mesure aussi dont on connaît, nous, l'application, les entreprises qui ne faisaient pas appel à un organisme de gestion agréé, qu'on appelle un viseur fiscal, avaient une majoration conséquente de leur impôt, donc tout ce qui est BIC, BNC et bénéfices agricoles. Eh bien, cette majoration va progressivement disparaître pour ne plus avoir lieu en 2023. Qu'est-ce que deviendront les centres de gestion agréés? Je ne sais pas, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. En matière toujours de société, certains actes vont être dispensés d'enregistrement, et notamment sur des actes assez courants, d'augmentation de capital, réduction de capital, amortissement de capital. Ne sont pas considérées les augmentations de capital en matière d'apport immobilier, bien sûr. Donc, ce sont simplement en numéraire ou par incorporation de réserve. Attention, mais ça vous l'avez peut-être déjà remarqué en vous en offusquant, les actes notariés qui traitent de ces sujets, malheureusement, eux, seront toujours soumis à la formalité et au coût donc, de l'enregistrement. Certains commentateurs disent que c'est un oubli du législateur. Ça doit être cela. Toujours en matière d'enregistrement et de formalité au greffe, vous savez que lorsque on modifie des choses, des statuts ou des mentions devant apparaître sur le cabis, eh bien, il faut qu'il y ait d'abord l'enregistrement pour qu'ensuite le greffe applique et publie le changement. Cette chronologie a été modifiée pour certains actes, donc le greffe pourra opérer la modification quand bien même l'enregistrement n'est pas encore intervenu. Alors j'aimerais voir ce que ça va donner s'il n'y a jamais d'enregistrement. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. En tout cas, sont exclus des actes classiques quand même de ce bouleversement de la chronologie. Donc tout ce qui est transmission de fonds de commerce, clientèle, droit au bail, cession d'actions, cession de parts sociales, cession de participation dans les sociétés à prépondérance immobilière, là, la chronologie restera la même. Alors c'est important cette petite mesure parce que sur les actes qui ne sont pas exclus, eh bien, on récupère nous des dossiers où les enregistrements n'ont pas eu lieu, où les gens ne sont pas capables de trouver, ou alors il y a des dossiers où il faut aller vite et le greffe nous prend la publication quand même, donc ça peut avoir un impact quand même. Il a été aussi nouveauté, prévu qu'il était possible maintenant, en droit des sociétés, d'enregistrer des copies d'actes qui sont intervenus par signature électronique. Donc, ces actes peuvent être enregistrés, par exemple une cession d'actions de SA ou de SAS ou de part de SARL, donc qui sont faites par voie électronique, eh bien, on va pouvoir imprimer et enregistrer cette impression. Sont exclus les actes qui ont été signés en papier, originels en papier, donc cela c'est le papier qui doit être enregistré. Et puis tout ce qui concerne les ventes et les promesses de vente de biens et droits immobiliers, fonds de commerce, droit au bail. Un volet que j'appelle moi rapport avec l'administration fiscale, enfin c'est pour moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Donc ça a trait notamment aux dispositions en matière de contrôle fiscal. On a ce qu'on appelle une pérennisation du taux de retard à 0,2%. Il y avait eu là aussi des atermoiements et des personnes qui avaient des velléités sur ce taux. Donc maintenant, il est pérennisé
0,2% par mois de retard. Disposition importante sur les délais de prescription fiscaux dus au premier confinement qui a eu lieu entre le 12 mars et le 23 août. Si vous comptez vite, vous avez compris qu'il y avait 165 jours de confinement. Et bien, ces 165 jours, on les retrouve en matière de prescription fiscale, délai de reprise. Donc, toutes les délais de reprise et de prescription qui tombaient au 31 décembre 2020 sont prorogés de 165 jours. Je n'ai pas calculé jusqu'à quand ça allait, mais vous ferez le calcul rapidement. C'est presque une demi-année. Voilà. En matière d'abus de droit, une décision importante aussi. Là, c'est pas c'est comme en matière du trade, c'est pas la loi de finances, mais c'est une décision du Conseil d'État, assemblée plénière. Donc, l'abus de droit, voilà, vous savez qu'il y a l'abus de droit classique et le petit abus de droit. Le petit abus de droit, on a eu l'occasion d'en parler pendant les 2 dernières lois de finances. Celui qui, malheureusement, fait qu'il est éventuellement, l'abus de droit est éventuellement constaté lorsque l'acte qu'on fait a pour objet un objet principalement fiscal, alors qu'avant c'était exclusivement fiscal. Donc là, l'arrêt dont je vous parle, ce n'est pas ce qu'on appelle le petit abus de droit, c'est l'abus de droit classique et qui se définit par l'utilisation d'un texte à des fins non conformes par rapport à ce qui avait été prévu et qui a pour objet exclusif une réduction fiscale. Et donc, la définition parle du bénéfice d'une application de texte, on voit ce que c'est, ou de décision. Et il n'y avait pas d'arrêt pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce terme décision. Certains pensaient que les circulaires administratives et les instructions administratives pouvaient faire partie de ces décisions. Réponse du Conseil d'État, non, sur la base d'un principe classique qui est que l'administration ne peut pas légiférer et donc ces décisions ne sont pas considérées comme des textes répréhensibles, enfin des textes utilisables à raison frauduleuse par le contribuable. Donc, exit les instructions et les circulaires. Qu'est-ce qui reste sous le terme décision? Eh bien, ce sont les rescrits. Et les rescrits, vous savez qu'il y a une procédure officielle pour avoir un rescrit. Ce n'est pas une simple lettre de l'inspecteur local. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'appelle l'utilisation à charge des décisions par l'administration fiscale. Qu'en est-il pour ce que j'appelle moi les décisions à défense du contribuable? Est-ce qu'un contribuable peut, à son tour et inversement, utiliser une instruction ou une décision, une instruction ou une circulaire administrative? La réponse est oui, sauf si elle procède à couvrir un montage artificiel que je qualifierais de fraude. Donc en fait, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez qu'en matière fiscale, le contribuable peut utiliser la mesure la plus favorable et donc une instruction qui lui est favorable, sauf fraude, puisque la fraude corrompt tout. Voilà, mais c'était quand même pas mal de le préciser. Nous avons presque terminé, toujours dans les rapports avec l'administration fiscale. Il est prévu que, alors de plus en plus, on a, c'est pas nouveau ça non plus, une volonté de partenariat fiscal, que l'administration fiscale ne soit plus le grand méchant loup, mais que s'oriente vers un partenariat fiscal. Et donc, il est prévu qu'il y ait des interlocuteurs dédiés dans les différentes inspections des finances, directions régionales, une sorte de conseiller fiscal dans certaines matières, conseiller fiscal à l'intérieur même de l'administration, en matière de financement, de transmission et d'internationalisation. Dans le même état d'esprit de coopération entre contribuables et administration fiscale, vous avez une mesure qui consiste à dégréver les redressements s'il y a une démarche spontanée du contribuable
Donc, il y avait la réduction des intérêts de retard, mais également des réductions des majorations, selon dans le cadre dans lequel on se trouve. Eh bien, vous savez qu'il y a des majorations de 80, 40 ou 10% qui peuvent être revues à la baisse en cas de démarche spontanée. Dernière chose qui est en projet, en fait, ça a été écrit, mais les décrets ne sont pas parus. Il est question d'avoir ce qu'on appelle un examen de conformité fiscale, c'est-à-dire qu'il y aurait des examinateurs fiscaux qui pourraient apparaître sur la déclaration fiscale, donc leur identité serait révélée sur la déclaration fiscale du contribuable, et ces examinateurs seraient les commissaires aux comptes, les experts comptables et les avocats. Là aussi, il doit y avoir un oubli pour ce qui est des notaires. Voilà, j'en ai fini cette présentation un peu spéciale, peut-être au pas de course. Voilà, je suis désolé si cela a été trop vite. Il n'y avait rien de vraiment conséquent dans cette loi de finances. Il n'y a pas eu de grande révolution comme l'année dernière, l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière, où il y avait un peu plus de matière. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, ça s'est peut-être enchaîné un peu vite pour vous. Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous en dire. Et dites-moi s'il y a des questions. Ceux qui veulent poser des questions, vous devez ouvrir votre micro. Là, je crois que j'ai vu un micro ouvert. 2. Je ne vous entends pas. Mathilde Guaran. Allez-y. Ah, je crains que ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a... Si Mathilde m'entend, Leïla, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Non, je n'entends plus. Est-ce que Maître Vidal a une question? Bonsoir, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Annabella. Oui, bon, merci, bonsoir. Je me permettais, alors je voulais écrire en chat, mais du coup, je vous le dis oralement. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont la même question que la mienne, mais concernant la taxe d'habitation, donc j'ai bien saisi que depuis à peu près 2 ans, donc il y a une exonération successive d'un certain nombre de personnes, avec j'imagine des critères bien précis. Donc on ne fait malheureusement pas encore partie des chanceux qui sont exonérés de cette taxe, mais par contre on constate depuis l'année dernière et cette année encore que nous avons eu une augmentation d'à peu près une centaine d'euros. Cette année 120 euros. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est complètement décorrélé? Alors, les taxes d'habitation ont donné lieu à, enfin, c'est apprécié non pas au niveau de l'État, donc chaque commune a augmenté, mais en tout cas, dans le texte, sauf erreur de ma part, il était prévu une suppression progressive, mais pas une baisse du taux d'imposition ou du montant de l'imposition. En fait, c'est one shot. Hein. Une année, alors avant qu'elle soit supprimée, elle peut augmenter. Et pour rejoindre ce que vous dites, on s'en était ému aussi auprès de l'administration fiscale, puisque, alors ça, je ne sais plus si ça a 2 ou 3 ans, mais quasiment, enfin, je pense même concomitamment, il est prévu des travaux sur le recalcul des bases de la taxe foncière. Et on n'avait pas manqué de dire qu'il y aurait peut-être une compensation entre la révision certainement à la hausse des bases de taxe foncière et la suppression de la taxe d'habitation. En tout cas, ce qui est plutôt bon, c'est qu'en dépit des mesures actuelles que nous vivons, il n'a pas été décidé de suspendre la poursuite de la suppression de la taxe.
Très bien, merci pour cet éclaircissement. Donc, si j'entends bien, pour ceux qui sont propriétaires, il y aurait sûrement une augmentation de la taxe foncière derrière. C'est pas exclure. C'est pas exclure. Alors, c'est sur une longue période. Hein, je crois jusqu'en 2000. Ils sont en train de revoir les bases jusqu'en 2025, 26, 28, je crois. Ça va être assez long. Hein. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aller directement, vous ouvrez le micro et vous parlez. Hein. Monsieur Guiraudon ou madame, je ne sais pas. Oui, monsieur Guiraudon, bonjour. Bonjour. Ça, je vois. Oui. Allez-y. C'est Maître Guiraud qui m'a donné le site avec le code, donc je regarde la loi de finances 2021. Il y a forcément des choses à apprendre. Hein. Oui. Est-ce que vous avez une question? Non, pas moi. J'ai pas de question. J'arrive à peine en retard. Ça a commencé à 18 h, je crois. Ah oui. On va pas vous la refaire. Ça fait non, bien sûr. Une question. J'ai eu du mal à arriver sur le site. Ah, désolé. Est-ce que les impôts vont augmenter ou vont baisser à cause du Covid? Est-ce que la fiscalité immobilière, notamment, va augmenter en 2021, la loi de finances, par rapport au Covid? Voilà une question. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu ce que je disais sur 2-3 mesures où, au contraire, dans les années précédentes, on avait vu que l'administration voulait mettre un stop sur certaines réductions. Là, ce n'est pas le cas. Les réductions qui étaient prévues demeurent et il n'est pas pour l'instant fait état d'un impôt supplémentaire particulier. Le Pinel a été reconduit, en tout cas. Voilà, le Pinel. On a un immeuble à Castelnau, à l'Aube Rouge, avec mes frères et sœurs. D'accord, le Pinel est reconduit, très bien. Est reconnu jusqu'en 2024 avec des investissements en cours qui auront exactement les mêmes taux de réduction. Par contre, les nouveaux investissements à partir de 2022 donneront lieu à une réduction diminuée. Ah. Et il est possible, et la prorogation, elle est jusqu'en 2024. Donc, normalement, en 2024, suppression du Pinel, sauf une énième reconduction. Mais normalement, c'est une baisse progressive qui annonce sa suppression. Vraisemblablement remplacé par autre chose, je ne suis pas inquiet. Oui, voilà. Ça, toujours. OK. Merci beaucoup pour ça. De rien. Je suis étonné que Frédéric n'ait pas posé de questions, franchement. Ça, c'est. J'ai été surpris que je sois. Ces réunions en visio, c'est pas du tout évident. Hein. Donc, si vous n'avez plus de questions, pensez-vous me couper le micro parce que peut-être ça empêche. Oui, d'accord. Je coupe comment. D'accord. Merci. Hein. Bonne soirée. Les supports que vous nous avez présentés, il est possible de les avoir quelque part? Oui, il est possible. Je m'étais posé la question de savoir si on a enregistré ou pas, parce que bon, je me doutais qu'on n'aurait pas un grand public, malgré ce que je disais que le président a accepté de décaler son intervention. Mais je ne voulais pas dire que c'était enregistré pour que les gens viennent. On ait un semblant d'échange quand même. Donc oui, non, ça sera enregistré. Vous pouvez avoir les chiffres. Il faut se mettre en relation avec la Chambre des notaires. Hein. Vous pouvez avoir les chiffres et les documents que j'avais en support. Vous pourrez les obtenir. Très bien, merci. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation qui était claire et très intéressante. Ah, bon, c'est sympa parce que je vous dis, j'ai aucun retour, donc c'est compliqué de parler à un écran.
Voilà, il paraît qu'on a été jusqu'à 5 ans, donc magnifique. Magnifique. Il est muet, le Frédéric. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait à Béziers, mais bon. Bon, eh bien, je ne sais pas. Vous pouvez donc appeler la chambre pour avoir les supports. Vous pouvez m'appeler moi. J'ai pas de problème à vous, chers confrères, à vous renseigner. Voilà, j'espère que ça a été, qu'on pourra faire différemment prochainement. Bon courage à tous. Merci de votre écoute et à bientôt. Et merci Louis. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Couper mon micro.